Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Je voudrais, mesdames et messieurs, commencer ces présentations en remerciant M. Christian Godino de m'avoir invité une quatrième fois, ou une troisième fois, si je n'ai pas compté combien de fois c'était, mais tout de même en rappelant à quel point toute une génération d'archéologues ici en France lui est redevable de ses enseignements et de ses éclairages d'une société, d'une culture, la société de la Gaule à l'époque romaine, puisqu'on ne l'appellera pas gallo-romaine, qui est une société qui décidément présente des intérêts renouvelés, qui est en fait une société en perpétuelle évolution, en perpétuel changement, avec effectivement une période qui reste, comment dire, un peu oblitérée, un peu cachée, une période qui a souvent, enfin qui est traditionnellement présentée soit comme un épilogue, l'épilogue d'une longue période de culture brillante, la culture classique romaine en Gaule, avec ses beaux monuments, ses forats richement dotés de temples, de basiliques, de portiques, avec un décor architectural que tout le monde admire encore lors de multiples voyages à travers le pays. Et ensuite, une période complètement différente, où tout ce passé n'existe plus, tout ça a changé. Ça a changé en très peu de temps, et manifestement, un des gros problèmes, le cœur, je dirais, le noyau, le cœur du problème, c'est vraiment de comprendre pourquoi, en si peu de temps, un monde a pu basculer dans quelque chose d'autre. Évidemment, ça nous interpelle, car très souvent, on peut y retrouver nos propres craintes par rapport à un passé, un présent bien fort, avec notre société, dans la manière dont elle évolue. On peut parfois se demander si on n'est pas nous-mêmes en mesure de basculer complètement d'une société vers une autre. Et c'est vrai que le regard que l'on peut avoir sur le passé romain peut nous amener à réfléchir longuement sur cette question-là. Cela dit, comme je vous l'ai dit, la période que, de manière préférentielle, j'étudie, c'est-à-dire l'Antiquité tardive, est une période qui est considérée soit comme l'épilogue d'un événement antérieur, ou alors comme le préambule de quelque chose qui n'existe pas encore, ce qui fait que très longtemps, c'est vrai, cette période a été quelque peu négligée. Et donc, je voudrais commencer cette présentation par ce qui est tout de même, je pense, la cause de la mauvaise compréhension de la période. Et cette cause, à mon avis, je la verrai dans les invasions germaniques, du moins telles qu'on nous les a transmises, telles qu'on nous les a communiquées. Christian Godino a commencé sa présentation tout à l'heure en rappelant un texte de Saint Jérôme, écrit au début du Ve siècle, et qui relate justement l'invasion qui vient de se dérouler quelques années auparavant dans les territoires des provinces occidentales de l'Empire romain. Bon, Jérôme, il faut le prendre avec une petite poignée de sel, parce qu'il écrivait essentiellement pour essayer de remettre quelques grandes dames de la société romaine dans le droit chemin. Et donc, effectivement, il a invoqué toute une série de désastres pour inciter justement ces grandes dames à rejoindre des modes de vie plus conformes au temps. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, et je l'ai noté en écoutant Christian Godino tout à l'heure, c'est qu'on retrouve quasiment exactement le même texte, avec les mêmes mots, avec les mêmes phrases, avec les mêmes images, pour relater une invasion qui a eu lieu 125 ans avant, celle de 259-260 ou celle de 275-276. Je voudrais vous lire ici très brièvement également le texte d'Eutrope, qui
parle de cette invasion de 259-260. Ce sera très bref, rassurez-vous, et vous verrez que vous y retrouverez exactement les mêmes sujets. Les Alamans ravagèrent les Gaules et pénétrèrent en Italie. La Dacie, conquise par Trajan au-delà du Danube, fut perdue. La Grèce, la Macédoine, le Pont, l'Asie furent dévastés par les Goths. Les Sarmates et les Quades pillèrent et dépeuplèrent la Pannonie. Les Germains pénétrèrent jusque dans les Espagnes et prirent d'assaut la noble ville de Tarragone. Les Parthes, maîtres de la Mésopotamie, commencèrent à convoiter la Syrie. Quasiment les mêmes motifs, enfin les mêmes stéréotypes, mais il faut dire que Eutrope et Jérôme sont contemporains. Et donc, on peut évidemment s'interroger sur les sources de ces auteurs, et on s'interrogera d'autant plus quand on réalise que la plupart des sources qui nous renseignent sur ces fameuses invasions germaniques sont toutes pratiquement issues de la même période et du même milieu savant de la fin du IVe siècle et du début du Ve siècle. On ne connaît pas exactement la source, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que manifestement, ils se sont tous recopiés les uns les autres. À tel point que lorsque l'on fait une critique un peu sérieuse de tous ces textes, on peut se demander quelle est la part de réalité dans ces textes et quelle est la part d'image, de mythe qui peut être transmise pour une raison ou pour une autre. Là, les dessins, bien entendu, les objectifs de tous ces auteurs dans l'Antiquité a une importance considérable qu'on ne parvient pas toujours aujourd'hui à bien comprendre. Mais toujours est-il que pour que la fin du IIIe siècle est vraiment considérée comme la période clé, celle qui fait la séparation entre la période de splendeur de l'époque romaine dans les provinces, le Haut Empire romain, et ce que l'on appelle l'Antiquité tardive ou parfois le Bas Empire, qui est la période qui commence avec, disons, le règne de Constantin jusqu'à la fin du Ve siècle. Cette période est connue pour ces nombreuses invasions qui ont déferlé sur les provinces essentiellement occidentales de l'Empire romain, mais également, comme vous pouvez le voir sur cette carte, pratiquement tout le front nord-nord-est de l'Empire romain, toute une série d'invasions qui n'ont pas cessé de déferler sur le territoire. Pour ce qui nous concerne, dans nos régions, il y a 3 grandes invasions qui comptent, c'est celle de 250-254, celle de 259-260 et celle de 275-276. Mais en réalité, je vous dis, toutes ces invasions ne nous sont connues que par des textes plus tardifs, également par des textes médiévaux, qui certains sont des vides saints et qui en profitent pour rajouter des éléments miraculeux qui viennent se greffer sur une histoire déjà assez dramatique, mais dont la critique moderne a pu montrer que c'était en grande partie inventé. Le résultat, c'est qu'on se demande, mais qu'est-ce qu'il reste réellement de ces fameuses invasions? Et là, effectivement, tous les archéologues ont appris à reconnaître les invasions à travers les trésors monétaires. Les trésors monétaires sont depuis Adrien Blanchet, dans un article célèbre qu'il a écrit en 1900, vous voyez, ce n'est pas tout jeune, il est le premier à avoir établi ce lien direct entre invasion et trésor monétaire, ou plutôt il a vu dans la carte de distribution des trésors monétaires enfouis dans la seconde moitié du IIIe siècle, il a vu autant de jalons des routes des invasions des Germains qui dévastèrent la Gaule et l'Italie. Il est au fait que, archéologiquement, on constate qu'il y a un nombre de trésors monétaires beaucoup plus important à partir de cette période. Ça l'a frappé, bien entendu, il a été marqué par cette réalité, et il a interprété de manière, je dirais, primaire tous ces trésors en pensant qu'il s'agissait de trésors de peur, c'est-à-dire le propriétaire d'une somme donnée qui cache son argent dans le sol pour éviter que cet argent ne lui soit volé par des envahisseurs et qui, bien entendu, a soit péri sous les coups des envahisseurs, soit a dû s'enfuir et donc n'a pas pu récupérer son argent. En réalité, depuis, les numismates ont réalisé un travail considérable sur l'interprétation et sur la signification profonde de tous ces trésors monétaires, et en fait, ils se sont rendus compte
que ces trésors n'étaient pas du tout liés aux invasions, qu'en réalité ils n'avaient même rien à voir avec les invasions, mais qu'ils étaient tout simplement liés à des phénomènes monétaires, d'évolution de la monnaie, d'inflation, de titres en argent des pièces de monnaie, d'évaluation de ce titre en argent, et donc le souci qu'avaient les propriétaires de préserver leur monnaie de meilleure aloi chaque fois qu'il y avait une dévaluation, et Dieu sait si effectivement à cette période de la seconde moitié du IIIe siècle, il y a eu de nombreuses dévaluations. Car il ne faut tout de même pas oublier qu'effectivement, cette période de la seconde moitié du IIIe siècle, c'est une période qui politiquement est une période cruciale pour l'Empire romain, une période qui a vu une crise politique structurelle très importante, qui a eu des répercussions économiques, ne fût-ce que parce que tous ces empereurs qui se battaient les uns contre les autres, au point qu'on ne savait plus très bien distinguer l'usurpateur de l'officiel, tous ces empereurs avaient besoin d'argent pour payer leurs troupes et donc frappaient monnaie. Comme la masse monétaire globale n'était pas inépuisable, il fallait bien récupérer ce qu'il était possible de récupérer, ce qui explique en grande partie que toute une série de statues en bronze sur les forats ait disparu et ait été transformée en monnaie, tout simplement. Tout ça a été récupéré, coupé en petits morceaux et récupéré. Donc, il a donc fallu frapper énormément de monnaie. Or, tout dépend également de la masse monétaire fine que vous avez en votre possession. Si vous n'en avez pas, vous réduisez le pourcentage de métal fin dans les monnaies et ça provoque bien entendu un phénomène de dévaluation. Donc, ce simple souci de préservation d'une masse monétaire de meilleure qualité a conduit un nombre incroyable de propriétaires à tout simplement confier au sol leur monnaie, leur patrimoine, tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de banque de dépôt. On dépose sa monnaie dans l'Antiquité, aussi bien dans les cultures, je dirais, de tradition gréco-romaine que dans les cultures de tradition germanique. Par exemple, on confie son avoir au sol. Chez les Germains, d'ailleurs, il y a un sens particulier qui est attaché à cette... comment dire, on confie son trésor au dieu chtonien, c'est très important, et la banque, c'était ça à l'époque. Donc tous ces trésors, il faut bien comprendre que s'ils sont nombreux, c'est effectivement parce qu'on en a retrouvé un grand nombre, mais ils ont encore été beaucoup plus nombreux à avoir réellement été enfouis. Donc en fait maintenant, les numismates ont bien compris qu'il fallait complètement rompre ce lien entre les trésors et les invasions, et qu'on ne pouvait plus chercher dans les cartes de distribution de ces trésors les routes des invasions. Les seules choses qui nous restent actuellement, c'est quelques informations fournies par les textes qui nous donnent une liste de batailles qui ont été menées par les empereurs romains contre les envahisseurs. Toutes se situent dans le nord de l'Italie, il n'y en a aucune en Gaule. Ensuite, c'est le fameux monument d'Augsbourg que vous avez ici sous les yeux, donc cet hôtel funéraire qui a été découvert aux portes de la ville d'Augsbourg, qui date de l'année 260, et qui, pour la première fois, relate de façon extrêmement claire et extrêmement explicite un événement précis de cette période d'invasion. Il relate effectivement qu'un groupe de Germains, des Jutongs et des Semnons, ce sont des populations qui ont fait partie de ce que nous appelons traditionnellement les Alamans, mais qui, eux, s'appelaient des Jutongs et des Semnons, ont effectivement envahi l'Empire romain, ont passé les Alpes et sont allés piller en Italie, et à leur retour de pillage en Italie, traînant derrière eux un butin important et des prisonniers très nombreux, se sont fait arrêter en chemin devant les murs d'Augsbourg, qui était la capitale de la Rhétie, et ont été défaits par les armées romaines du gouverneur de Rhétie, aidé par les troupes de Germanie inférieure, donc de Gaule, et des citoyens d'Augsbourg. La bataille a duré 3 jours, et au bout de 3 jours, ils ont réussi à délivrer ces prisonniers, les civils italiens, et à récupérer ce butin. Voilà, je dirais, la seule source un peu concrète que nous puissions avoir sur ces événements. Sinon, qu'est-ce qui nous reste ? Eh bien, il nous reste le seul
argument que les tenants des invasions peuvent encore opposer à la critique actuelle, qui sont ces deux fameux trésors de Neupotz et de Hagenbach qui ont été découverts sur les rives du Rhin, sur les berges du Rhin. Ce sont deux dépôts de métal, d'objets en métal, aussi bien d'objets précieux que d'objets usuels, en bronze, en argent et également beaucoup en fer, qui ont été retrouvés à l'occasion de travaux de carrière dans les graviers des berges du Rhin. Cela a été interprété comme étant des dépôts de pillage, ou plutôt des objets de pillage, qui ont été coulés, ou qui ont été perdus plutôt par les Germains lors de leur retour de pillage de Gaule. Et effectivement, à l'appui de cette thèse, ils avancent la découverte d'un certain nombre d'objets qui sont des objets qui seraient caractéristiques des régions intérieures de la Gaule, et en particulier, vous voyez ici ces plaques métalliques en argent, qui sont des plaques votives que l'on trouve dans les sanctuaires, et dont une série était gravée, portait des noms, dont l'onomastique serait spécifiquement pyrénéenne. En particulier, on y trouve le nom d'Obélix. Je ne savais pas que c'était un nom particulièrement pyrénéen, mais ce Obélix se trouve effectivement noté sur une de ces plaques d'argent. À côté de cela, on trouve d'autres objets, et en particulier quelques fibules, qui sont considérées comme étant des fibules spécifiquement également, disons, du centre-est de la Gaule, par référence au trésor de Donzac qui a été publié il y a une petite vingtaine ou trentaine d'années. Donc, à part ces deux ensembles-là, il n'y a pour l'instant aucune trace archéologique évidente du passage des Germains en Gaule. C'est un élément qu'il faut souligner. Alors, bon, vous me direz que des invasions ne doivent pas nécessairement laisser des traces derrière elles, mais il se fait que sur les berges du Rhin, dans les régions proches du Rhin, là, on trouve tout de même des traces évidentes qui sont à mettre en relation avec ces invasions. Je cite par exemple à Krefeld-Gelep, un peu au nord de Cologne, à cet emplacement-ci, à proximité d'un camp, il y a eu une bataille et manifestement les morts de cette bataille ont été rejetés et enterrés à la hâte, recouverts de chaux vives, et on a pu les retrouver de cette manière-là. Et il y a eu on trouve également dans la région en bordure du Rhin, dans les établissements ruraux, on voit apparaître à cette époque-là un certain nombre de travaux de fortification qui touchent d'ailleurs essentiellement les greniers à céréales, ce qui montre bien que ce qui était important pour eux, c'était le produit de la terre et donc les céréales. Donc on peut mesurer à travers un tel indice la véritable onde de panique de ces invasions qui sans doute a été relativement faible. Alors vous me direz, bien entendu, il y a les enceintes dont on a longtemps prétendu qu'elles avaient été construites en réaction aux invasions germaniques, mais nous reviendrons tout à l'heure sur ces enceintes. Pour le reste, eh bien, nous n'avons pas de traces de ces fameuses invasions dans les Gaules. Mais, traditionnellement, c'est l'image qui a été transmise, que vous avez certainement tous entendu véhiculer dans les ouvrages d'histoire. Et après ces invasions, eh bien, que trouve-t-on en Gaule, si ce n'est des paysages à peu près analogues à ceux que vous voyez ici devant vous? Alors, je vous ai mis expressément deux images qui datent d'ailleurs d'époques très différentes et qui montrent également à quel point nous, archéologues, nous pouvons également projeter dans nos représentations certains de nos fantasmes tout à fait contemporains. Entre ces deux images, il y a environ 50 ans de différence. Celle-ci est très manifestement, très fortement influencée par la guerre de 14. Je pense que cela n'échappera à personne. Cette vision de Canterbury complètement retournée comme sous l'effet d'un bombardement d'artillerie est évidemment très différent de celui que vous pouvez voir ici et qui nous montre une vision plus actuelle de l'évolution d'une ville importante comme Augst,
actuellement en Suisse, en bordure du Rhin, dont la ville haute fut, pensait-on en tout cas jusqu'à ces dernières années, abandonnée pour être refondée à l'intérieur d'un castrum, donc d'une enceinte réduite, en bordure du Rhin proprement dit. Depuis, les fouilles ont montré qu'en réalité, la ville n'avait pas été complètement abandonnée et que des îlots d'habitation continuaient à être occupés à l'intérieur de cet espace anciennement urbanisé. Mais, et c'est là qu'il faut bien dire tout de même rapidement un mot du problème devant lequel les archéologues se trouvent, qui est un problème tout simplement de conservation de sources, de qualité de l'information. Nos fouilles sont malheureusement trop partielles, trop peu nombreuses et rarement de bonne qualité pour pouvoir nous donner une véritable image de l'évolution des villes à travers les siècles. C'est ce qui nous manque le plus et c'est parfaitement visible ici sur le cas, par exemple, de Lillebonne. J'ai choisi expressément ce cas de Lillebonne, qui est une petite cité de l'ouest de la Gaule, actuellement donc en Normandie, sur lesquels je vous ai pointé les seuls emplacements où des fouilles ont révélé des vestiges de l'Antiquité. À part le théâtre, qui est encore en partie conservé aujourd'hui et toujours visitable, le reste n'a été découvert qu'à l'occasion de fouilles préventives et donc a fait l'objet de fouilles assez rapides. Vous voyez donc que ça fait une vision extrêmement éclatée de la ville. La connaissance que l'on peut en tirer, c'est une connaissance qui est extrêmement extrapolée à partir de quelques informations. Et lorsqu'on pose à ce type de documentation des questions plus précises, qui portent par exemple tout simplement, comme ici, sur l'existence ou non de niveaux de la seconde moitié du IIIe siècle correspondant à cette fameuse période des invasions, eh bien on se rend compte qu'à Lillebonne, il n'y a que 3 endroits où on a repéré des niveaux de la seconde moitié du IIIe siècle, et que sur ces 3 endroits, il y en a 2 avec des traces d'incendie, mais qu'on ne peut pas dater avec précision à l'intérieur du IIIe siècle. Pour le reste, tout ce que l'on sait de Lillebonne, c'est qu'à un certain moment, effectivement, la ville s'est transformée par la construction d'un castrum, dont ici le tracé n'est même pas connu sur tout son parcours, mais pour le reste, on ne sait pas grand-chose sur une telle ville. Ce que l'on connaît mieux, en revanche, c'est un phénomène important qui marque effectivement le passage du Haut Empire au Bas Empire, qui est celui de la rétractation urbaine. Alors, ce modèle de la rétractation urbaine n'est pas récent. Il date, comme vous pouvez le voir, de 1982, lorsqu'il a été proposé par Didier Bayard et M. Massy, et il tirait parti, au fait, de toutes les observations ponctuelles qui avaient été réalisées sur la ville d'Amiens. Il faut dire qu'Amiens est une des rares villes de Gaule, de France aussi, avec Reims, pour lesquelles nous avons une documentation suffisamment importante et donc qui nous permet effectivement d'avoir une certaine vision de l'évolution urbaine. Et donc, Amiens, tout comme Reims, sont des laboratoires intéressants pour ceux qui veulent suivre l'évolution urbaine à travers l'Antiquité tardive. Et donc, effectivement, ce phénomène ou ce modèle de rétractation urbaine a été proposé à partir des observations ponctuelles. Et entre le milieu du IIIe siècle et la fin du IIIe siècle, vous voyez que la ville se serait considérablement réduite jusqu'au moment où, au IVe siècle, vous voyez ici ce pointillé qui indique la construction de l'enceinte fortifiée du IVe siècle qui aurait sanctionné un phénomène de rétractation urbaine qui, depuis, est peu ou prou mis en avant pour à peu près toutes les villes de Gaule, toutes les villes de province, d'ailleurs, des provinces occidentales en tout cas. Rares sont les cas où ce phénomène est mis en doute. J'ai tout de même trouvé récemment qu'un des promoteurs de cette idée, ce modèle de la rétractation urbaine, Didier Bayard lui-même, revenait tout doucement sur le modèle qu'il avait lui-même proposé en 1982, mais ce qui vous montre bien qu'il faut proposer des modèles et ensuite il faut les vérifier,
Parce qu'actuellement, tout le monde se demande tout de même si ce phénomène fut aussi régulier qu'il n'apparaît. Et tout le monde s'est rendu compte également que nous manquions tout de même d'informations pour pouvoir affirmer que cette rétractation fut continue, permanente, dans un mouvement régulier. Non, apparemment, on a des cas où la rétractation semble avoir été beaucoup plus rapide. Et puis nous avons maintenant surtout beaucoup de cas où nous nous rendons compte qu'à l'extérieur des murailles du castrum, alors là ce sont des monuments qui sont généralement assez bien connus, je vous montre ici simplement au passage le castrum de Beauvais, mais que vous avez donc au-delà du castrum, des murailles du castrum, un grand nombre d'îlots de peuplement, on va les appeler ainsi pour l'instant, mais très nombreux, à l'emplacement de l'ancienne ville du Haut-Empire et qui matérialisent une continuité de l'occupation à l'extérieur de l'enceinte. Alors, le problème, c'est de pouvoir caractériser cette occupation. M. Goudineau vous y a fait allusion là tout à l'heure. Cela reste actuellement très difficile parce que dans les villes, il est souvent impossible de faire des fouilles de grande ampleur, ce qui interdit bien entendu d'avoir une vision exhaustive de l'évolution d'une parcelle. On est obligé d'avoir on ouvre des petites fenêtres uniquement, donc on a des regards vraiment très, très ponctuels sur certaines informations, mais on constate en tout cas qu'il y a toute une série de points de peuplement à l'extérieur de la ville enclose en tout cas. Certains de ces îlots de peuplement sont d'ailleurs appelés à se développer au 5e, au 6e puis au 7e siècle et vont finir par devenir des faubourgs très importants, des villes du haut Moyen-Âge, comme par exemple ici, c'est autour de Saint-Rémy. Encore aujourd'hui, c'est un point névralgique, un point important de la ville de Reims. Nous avons la même chose ici à Paris, autour du cimetière Saint-Médard, à l'est de Paris. C'est à partir de cette époque-là que cela apparaît. Mais, et c'est une autre caractéristique de l'archéologie de ces périodes tardives, c'est que l'archéologie urbaine nous apporte des renseignements de grande importance pour suivre effectivement l'évolution des villes, du statut, mais la vision que nous en avons reste malheureusement trop parcellaire. Et c'est dans les campagnes qu'on a davantage de chances pour bien comprendre ce qui se passe, car là, les possibilités existent pour les archéologues d'effectuer des fouilles de beaucoup plus grande ampleur. À côté de villes comme Reims, qui évolue selon un modèle qui a été esquissé dans les années 1980, il y a des villes relativement nouvelles qui apparaissent. En fait, il n'y a pas de ville nouvelle en Gaule. Ça, c'est la première chose que je dois tout de même dire. Il n'y a pas de création nouvelle de villes en Gaule à partir de l'Antiquité tardive. Tout ce qu'il y a, c'est des anciens lieux d'habitation agglomérés, souvent de la fin de la période gauloise, qui sont réinvestis, réoccupés à partir du Bas-Empire, à partir du IVe siècle, encore que ce soit de façon, disons, c'est du point de vue du statut, car dans la réalité, on constate que l'évolution n'a jamais cessé dans ces habitats. Je vous prends ici l'exemple de Vermand. Vermand, donc près de Saint-Quentin, était un oppidum gaulois dont on retrouve ici très clairement la forme générale sur le plan et ici en diapositive. Le rempart de l'époque gauloise est d'ailleurs encore conservé. Cet oppidum a été abandonné pour la création de Saint-Quentin à quelques kilomètres de là. Saint-Quentin est une ville qui s'est développée durant le 1er, 2e siècle et qui ensuite, au IIIe siècle, disparaît. En tout cas, cette ville est réputée disparaître complètement. Au IVe siècle, elle n'existerait plus. En réalité, quand on regarde la documentation que nous avons précisément en main, on n'a aucun moyen de dire que Saint-Quentin est vraiment complètement disparu à l'époque. En fait, nous disposons aujourd'hui de 3 fouilles à l'intérieur de Saint-Quentin, c'est tout. Mais bon, je reviens à Vermand. À Vermand, à partir du IVe siècle, Vermand redevient le siège de la cité, et donc, effectivement, cette ville reprend une certaine importance, du moins du point de vue administratif.
Du point de vue archéologique, on constate que Vermand a toujours existé durant toute l'époque romaine, et simplement qu'au IVe siècle, eh bien, il y a à nouveau un état de construction qui atteste de cette continuité d'occupation, mais sans changer fondamentalement un type d'habitat qui existait déjà depuis très longtemps et qui est caractérisé essentiellement par des maisons en matériaux légers, en bois. Vous pouvez le voir ici, c'est sur des fondations, des gros blocs en pierre, puis ensuite c'est une ossature en bois qui est construite sur ces fondations de blocs de pierre avec des parois en torchis. C'est un modèle d'habitat qui est exactement le même modèle que celui qui est utilisé à la même époque et même aux époques antérieures dans les campagnes de la Gaule romaine. Simplement, nous ne trouvons pas ici les grandes domus qu'on est habitué à trouver dans une ville romanisée. Et c'est là que se fait effectivement ce passage essentiel entre le Haut Empire romain et le Bas Empire romain, si vous voulez. C'est dans l'abandon d'un certain nombre de symboles de la culture romaine en Gaule, cet apparat architectural typiquement classique, méditerranéen, qui avait été introduit par la conquête romaine en Gaule et qui, à partir de l'Antiquité tardive, disparaît. Alors, les rythmes sont différents d'un endroit à un autre, ça va plus ou moins vite également, c'est plus ou moins marqué, mais globalement, on constate qu'effectivement, à partir de cette période-là, à partir de la seconde moitié du IIIe siècle, là, on change effectivement de culture et je ne veux pas dire qu'on revient à une expression culturelle qui préexistait, puisqu'en fait, cette expression, elle a toujours existé durant toute l'époque romaine. Simplement, on n'a plus ce qui préexistait, on n'a plus les grandes domus qui préexistaient. Et cela nous conduit tout naturellement à envisager l'occupation du territoire, puisque je vous dis que c'est à partir de l'occupation du territoire qu'à la limite, on peut avoir la meilleure image de ces évolutions qui se font jour à partir de l'Antiquité. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre pour cette période, c'est que, en fait, depuis le début de l'époque romaine, on parle des Gaules et pas de la Gaule. Les Gaules, elles sont multiples. Eh bien, cette multiplicité des Gaules, elle est encore autant marquée à la fin de l'Antiquité, et les évolutions sont très variables, très changeantes d'une région à une autre. Ce qui, en revanche, est très clair également, c'est que le schéma global d'organisation du territoire, tel qu'il avait été mis en place au début de l'époque romaine, fondé sur la cité avec des agglomérations secondaires qui servent de courroie de transmission et ensuite des établissements agricoles dispersés dans la campagne, ce modèle général continue à exister durant le IVe et une bonne partie du Ve siècle, sans doute même encore durant le VIe siècle, et que ce n'est qu'à partir du Haut Moyen-Âge qu'il va tout doucement évoluer et changer. Je vous dis tout de suite que le village, par exemple, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une réalité archéologique qui n'apparaît dans nos régions qu'à partir au plus tôt du 8e siècle, au plus tard du 10e, 11e siècle. C'est donc quelque chose de très récent. Pour qu'il y ait village, il faut qu'il y ait à la fois église, il faut qu'il y ait château, il faut qu'il y ait place du village. Ça sont des éléments qui n'existent pas dans l'habitat que nous allons décrire jusqu'à présent, même lorsqu'il est groupé. Mais revenons aux caractéristiques principales du territoire à cette époque-là, et donc tout d'abord marquées par une grande différence des situations. La crise du IIIe siècle, car crise il y a des abandons, il y en a eu tout de même, a laissé des traces, et c'est le niveau de peuplement qui subsiste après ces invasions a fortement changé selon les régions, et ça vous pouvez le voir ici sur le tableau. Vous pouvez le voir également sur cette carte de l'évolution de l'occupation du sol dans une région qui se trouve en Rhénanie, entre la Meuse et le Rhin. Et vous voyez très clairement sur cette carte qu'entre le milieu du IIe siècle et le VIe siècle, l'habitat évolue, mais avec une tendance générale qui reste tout de même assez sensible, en tout cas jusqu'au
en plein 5e siècle, c'est une occupation de l'habitat dispersé sur les plateaux limoneux. Ce n'est qu'à partir du VIe siècle que très nettement on voit apparaître une concentration de l'habitat dans les vallées. Et là, effectivement, avec cette concentration de l'habitat dans les vallées, nous approchons tout doucement à un modèle de l'occupation du sol qui est plus proche de celui du Moyen-Âge et de celui que nous connaissions encore il y a quelques décennies en France. Mais sinon, pour le reste, durant toute l'époque romaine, et y compris durant l'Antiquité tardive, l'habitat reste caractérisé par sa large dispersion sur l'ensemble du territoire, avec même parfois des phénomènes de diminution, mais des phénomènes également de nouvelles créations durant le IVe siècle, ce qui était complètement inconnu jusqu'il y a peu d'années encore. C'est le mobilier qui, heureusement, donc les études de mobilier qui ont permis de mettre cela en évidence. Je vous ai montré un exemple en Rhénanie. Je vous montre ici un exemple choisi dans la région parisienne, toute proche donc de chez nous. Et cet exemple, je l'ai choisi tout spécialement pour vous montrer qu'à l'intérieur d'une région comme l'Île-de-France, qui n'est pas une très très grande région, en tout cas du point de vue territorial, administrativement c'est autre chose, à l'intérieur d'une petite région comme ça, il peut y avoir, selon les micro-régions, des différences sensibles dans l'évolution de l'occupation du sol que vous voyez représentées ici sur ces différents camemberts qui vous montrent, par exemple, entre le Pays de France et Marne-la-Vallée, des évolutions quasiment antagonistes pour l'Antiquité tardive, puisque vous voyez que dans un cas, l'occupation semble prendre de l'importance, c'est-à-dire qu'on a un nombre de créations de sites ruraux beaucoup plus important, tandis que dans l'autre cas, on assiste au contraire à une diminution drastique du nombre d'implantations humaines. Et cela dans des régions qui sont séparées uniquement par le cours de la Marne. Vous voyez donc des régions très différentes dans leur devenir, mais cela s'explique tout de même par la nature des sols, car à partir du moment où on aborde l'habitat rural, bien entendu, c'est l'économie agraire qui domine, qui est le moteur de la dynamique du peuplement. Et donc, bien entendu, c'est vrai qu'en période de difficulté, les premiers territoires qui sont abandonnés sont les territoires les plus ingrats, les plus difficiles à cultiver, ce qui est le cas de toute la Brie ici, qui est tout de même des sols lourds, des sols humides, alors que le Pays de France, au nord de Paris, est caractérisé par des sols limoneux de bien meilleure qualité. Un autre élément qui apparaît caractéristique durant l'Antiquité tardive, ou même, je dirais, durant toute l'Antiquité, c'est les déplacements fréquents de points de peuplement. Et vous voyez ici, représenté sur cette diapositive, un même établissement agricole qui, au sein de son petit terroir, entre la fin de l'époque de l'indépendance gauloise, donc l'époque latène, et le haut Moyen-Âge, change de lieu d'implantation au fil et à mesure de son évolution, tout en circulant toujours à l'intérieur de son propre terroir. Cela montre également que si nous, archéologues, nous ne fouillons qu'un seul point, nous ne pouvons évidemment avoir qu'une image très partielle de l'évolution d'une même entité agricole dans son territoire. Même si la ferme, sa morphologie a changé tout au long de la période qui va de l'époque gauloise jusqu'au Xe siècle, c'est toujours la même ferme qui évolue à l'intérieur de son terroir. Et ça, c'est une des grandes innovations également, sans doute, de l'archéologie récente, rendue possible grâce aux fouilles de grande superficie qui touchent parfois des hectares entiers avec des grands décapages. C'est ce que ça permet de mettre en évidence. Cela dit, l'Antiquité tardive, elle implique une très grande diversité également dans le statut des habitats qui se répartissent le territoire. M. Godinet vous a fait allusion là, tout à l'heure aux grandes villas d'Aquitaine, qui sont parfois effectivement de véritables palais ornés de mosaïques splendides, qui sont construites et qui se développent au IVe siècle.
Ce genre de bâtiments, nous ne les connaissons pas plus dans les régions plus septentrionales. En revanche, nous connaissons tout de même, pour le IVe siècle, des villas ou des établissements agricoles de grand luxe, de grande importance, comme celle de Echternach, ici au Grand-Duché de Luxembourg, où vous voyez à la fois l'état du IIIe siècle et l'état du IVe siècle, et où vous pouvez constater que la monumentalisation de l'édifice se maintient tout au long de son existence jusqu'à l'aube du Ve siècle, mais sans atteindre cette qualité que peut avoir ou que peuvent avoir certains établissements d'Aquitaine, par exemple. Une des raisons, sans doute, réside dans l'investissement de ces moyens, de la richesse. Il serait faux de penser qu'à une époque donnée, dans une même région, tout le monde investit sa richesse de la même manière. Quand on fait des cartographies à grande échelle, on voit qu'il y a des différences très nettes entre, par exemple, le sud-ouest, la région du Rhône, la Provence, les régions plus au nord. On constate que dans toutes ces régions, la richesse s'exprime autrement. Dans les régions plus septentrionales de la Gaule, en particulier dans le nord-est, la richesse, elle s'exprime essentiellement à travers les mobiliers funéraires qui atteignent des qualités rarement atteintes ailleurs, même plus qu'en Aquitaine. En Aquitaine, on aura de beaux sarcophages, mais dans les sarcophages, il n'y a pas grand-chose. Tandis qu'au contraire, à la même époque, au même moment donc, dans les sarcophages non décorés du nord de la Gaule, vous allez trouver des mobiliers qui atteignent souvent des qualités exceptionnelles avec des verreries multicolores que l'on ne connaît pas du tout ailleurs. On trouve également des mausolées funéraires. Vous en voyez un ici qui a été reconstruit, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un mausolée dans son état original. Il a été reconstruit, mais tel qu'il a pu être reconstruit sur ses fondations. Ce mausolée se trouve dans le Grand-Duché de Luxembourg, sur les berges de la Moselle. On en connaît toute une série comme ça qui ont été édifiées au IVe siècle sous les berges de la Moselle. Là encore, c'est un type de monument funéraire très monumentalisé que l'on ne connaît pas nécessairement dans d'autres régions de la Gaule. On y trouve également des objets tout à fait exceptionnels, comme ici par exemple ce verre doré à la feuille dans une tombe de Cologne, ou alors des fibules en or avec des dédicaces directes de l'empereur qui manifestent que les propriétaires de ces tombes étaient des personnages éminents de la cour de l'empereur qui a habité un moment à Trèves à cette époque-là. À côté de ces sites de très haut niveau, on trouve également, et ça c'est une découverte, des établissements ruraux qui appartiennent plutôt à la classe moyenne. On pensait que cette classe avait complètement disparu durant l'Antiquité, puisque les modèles historiques montrent plutôt un accroissement de la richesse et un accroissement de la pauvreté. Eh bien, nous, on constate du point de vue archéologique qu'il y a encore des sites qui appartiennent plutôt à la classe moyenne, avec des villers ou des établissements ruraux d'importance moyenne, encore que ce soit tout de même assez considérable, dans lesquels on trouve des structures de transformation de produits agricoles, ce qui montre que ces fermes sont encore en pleine activité. Et en particulier, nous avons ici également un grenier fortifié, puisque nous nous trouvons ici dans un secteur proche des rives du Rhin, comme d'ailleurs ici, vous avez le même phénomène avec le bâtiment principal de la villa, les bâtiments agricoles et l'emplacement d'une petite fortification qui témoigne tout simplement de l'insécurité passagère de la seconde moitié du IIIe siècle. Ces établissements de taille moyenne, on les retrouve partout dans le nord de la Gaule, aussi bien en Rhénanie que dans la région Trévire, ou ici, dans le bassin parisien. Vous avez ici le cas de Gouvieux dans l'Oise, avec une très belle petite villa dans son état de la première moitié du IVe siècle, avec un bâtiment résidentiel simple, mais tout de même, assez important, un vaste grenier, qui, là encore, montre bien toute la capacité agricole du domaine, et de l'autre côté, un atelier métallurgique. En revanche, ce qu'on trouve tout de même beaucoup également à partir du IVe siècle, c'est un déclin d'un certain nombre d'habitats
Et ce déclin se manifeste régulièrement par l'abandon justement des signes de la romanité, comme on peut dire, c'est-à-dire l'abandon du décor architectural, destruction des colonnades, destruction des installations de bains, par exemple, que vous avez ici, mais ce qui n'empêche pas de reconstruire une installation de bains plus modeste à l'intérieur d'anciennes pièces, tout en mordant sur l'ancien portique qui, lui, est complètement abandonné, n'existe plus, ce qui explique qu'on a pu construire l'abside et la baignoire, une baignoire ici, à l'emplacement de l'ancien portique. Ça, c'est le type d'évolution que l'on trouve même assez souvent également dans un certain nombre d'habitats de la Gaule. Ce type d'habitat que l'on connaît bien, je vous dis, dans les habitats ruraux, on retrouve maintenant également cette même évolution dans l'habitat urbain. En revanche, ce qui est complètement neuf, c'est l'apparition dans des sites, dans des établissements ruraux du nord de la Gaule, d'un habitat complètement neuf, car entièrement construit en bois. Ici, vous l'avez en rouge sur la diapositive, et surtout, avec une organisation qui fait fi de tout ce qui précédait. En effet, les états antérieurs, vous les voyez rapidement sur la diapositive. Vous avez ici un établissement très structuré de la fin de l'âge du fer et puis du Haut Empire romain. À la fin de l'époque romaine, l'habitat qui apparaît, comprenant de multiples constructions en bois, s'organise autour d'un espace central dans lequel on ne sait pas ce qui s'y passe, mais en tout cas, on voit très bien cette organisation en demi-cercle autour d'un centre dans lequel devait se passer, mais mon Dieu, en tout cas, la fouille n'a pas permis de le mettre en évidence. Mais ce type d'habitat, c'est tout à fait nouveau. Ça marque une rupture très nette avec ce qui préexistait. Autre type d'évolution sensible que l'on peut observer, vous voyez qu'il y en a tout de même toute une série et qu'elles sont assez différentes d'un cas à l'autre, ce sont des restructurations des espaces. Entre le IIe siècle et le IVe siècle, y compris dans les établissements ruraux, on assiste à ce qu'on a vu là tout à l'heure pour le ville, ce phénomène de rétractation urbaine. Ici, c'est un phénomène de rétractation de l'espace agricole. On voit effectivement que les établissements deviennent plus petits, se réorganisent autour d'un espace central plus petit. On pourrait penser, effectivement, vous voyez ici très clairement, entre l'établissement du 1er siècle et celui du 4e siècle, il y a une toute autre organisation de l'espace. On pourrait penser qu'une telle évolution marque un déclin. À première vue, on pourrait dire oui, effectivement, mais quand on constate que toutes les infrastructures économiques sont toujours présentes, on est obligé de reconsidérer son jugement. Et en fait, on peut se demander si tout simplement ce n'est pas une adaptation, une meilleure adaptation de la fonction de l'établissement à l'espace dans lequel il est installé. Et vous devez bien vous rendre compte que ces grandes cours agricoles qui avaient été créées au début de l'époque romaine, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est extrêmement peu pratique. Quand on a oublié sa fourche dans ce bâtiment-là et qu'on doit retourner à l'autre bâtiment, il y a des centaines de mètres à parcourir et c'est souvent un peu gênant. Cela dit, bon, c'est une explication amusante, il peut y en avoir d'autres car on ne sait pas très bien ce qui s'est passé à l'intérieur de ces cours. Ça reste encore un des éléments à appréhender. Mais bon, peu importe, phénomène de restructuration des espaces que l'on observe donc également dans les villes, mais qui ici est bien mieux documenté. Autre exemple de remodelage de l'organisation, c'est à l'intérieur même des cours agricoles où on voit apparaître un nombre de bâtiments nettement plus importants qui viennent littéralement consteller l'espace qui auparavant était resté un peu vide d'habitat ou de bâtiments à cette époque du IVe siècle. Là encore, on retrouve des installations de transformation des produits agricoles, ce qui montre donc bien qu'on n'est pas dans un cadre de déclin, on est dans un cadre de réaménagement, de réorganisation, mais avec des moyens très différents de ceux qui préexistaient, parce que tout ça est construit en bois, il n'y a plus de pierre dans tout cela. Tous ces symboles de la construction classique de la culture romaine n'existent plus dans le cas. On retrouve des plans qui étaient ceux qui existaient à l'époque soit de l'époque gauloise, soit du début de l'époque romaine. Voici encore un autre cas où dans une superbe grande villa de type linéaire telle qu'elle a été fouillée récemment au Grand-Duché de Luxembourg par Jean Krier,
On constate qu'une évolution tout à fait extraordinaire de l'établissement agricole. Bon, le bâtiment n'avait pas encore été fouillé. Depuis, il a été fouillé et on a constaté qu'il y avait des états du IVe siècle importants qui manifestent une nouvelle, un nouveau décor là, à l'intérieur du bâtiment. Mais l'apparition de ce nouveau décor va de pair avec une transformation profonde de la cour agricole, qui est complètement antinomique. Puisque si on reconstruit ici des belles installations, dans la cour agricole, les bâtiments en pierre, que vous voyez ici, sont remplacés par des bâtiments en bois. Beaucoup plus de bâtiments en bois, beaucoup plus nombreux, vous le voyez. Ils se chevauchent les uns les autres, mais c'est parce qu'ils ont été souvent reconstruits au même emplacement. Un ordre beaucoup moins apparent. Et puis surtout, ce qui est extraordinaire, c'est ce bâtiment-ci, que je vais vous montrer ici en restitution. Un ancien bâtiment de la cour agricole, le grenier, justement, qui, à la fin du IIIe siècle, est transformé en petite fortification. C'est un des rares cas pour cette région de la Moselle où nous avons effectivement un cas de fortification d'un établissement rural. Ces cas se comptent sous les doigts d'une main, ils sont vraiment très peu nombreux, mais là, dans ce cas-ci, il n'y a vraiment rien à objecter. C'est un cas similaire à celui que l'on observe dans la vallée du Rhin, et on peut donc penser qu'effectivement, les bordures de la vallée du Rhin et la vallée de la Moselle ont peut-être été deux secteurs qui ont été particulièrement touchés par les invasions à la fin du IIIe siècle. Dans le cas présent, ce petit grenier fortifié est resté en utilisation durant tout le IVe siècle, même s'il n'a plus guère été entretenu, sauf à partir de la fin du IVe siècle, où à ce moment-là, il est à nouveau remis en fonction, parce que justement les temps redeviennent un peu plus difficiles. Un autre cas d'un habitat qui reste complètement ouvert à cette époque-là, c'est l'habitat de Roye, donc nous sommes en pleine Picardie. Et ce plan-ci, je l'aime beaucoup, c'est une fouille de Jean-Luc Collard qui a ceci de particulier, c'est qu'elle vous montre bien tout d'abord à quel point la culture au IVe siècle s'insère encore fortement dans son passé. Elle a un héritage qui est encore très, très marqué. Et ici, il se marque par le fait que l'établissement se trouve au même emplacement depuis environ 150 avant notre ère jusqu'à la fin du IVe siècle. L'habitat ne change pas d'emplacement. Simplement, au IVe siècle, nous avons recreusement de nouveaux fossés d'enclos, donc agrandissement de la cour, mais dans cette cour, on abandonne certains bâtiments en pierre et on reconstruit des bâtiments en bois. À l'intérieur de ces bâtiments en bois, de nouveau des structures de transformation agricole qui montrent bien qu'on a toujours affaire à une unité de production agricole. Et vu les installations qui y sont implantées, c'est certainement tourné vers une économie de marché, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et également à l'apparition d'un fond de cabane qu'on a tellement souvent décrit comme étant un marqueur de pénétration germanique et qui ici apparaît dans un site où il n'y a absolument rien du tout de germanique. Là encore, là maintenant, on sait que les fonds de cabane, c'est une question d'époque et moins de culture. Époque constantinienne toujours, l'apparition en Gaule de plusieurs habitats entièrement construits en bois, dans lesquels il n'y a plus une pierre qui est construite. Ça, c'est une nouveauté également. Ces bâtiments en bois, les voici, je passe très vite, simplement pour vous indiquer que les modèles sont ceux qui préexistaient. La technique de construction est extrêmement soignée. C'est une construction sur poteaux plantés, avec des poteaux de calage. On utilise la ferme, différents types de pignons. Les modes de construction ont influencé également l'habitat en Germanie libre. Et ça, les archéologues allemands ont récemment reconnu qu'effectivement, une partie de leur transformation qu'une partie des transformations structurelles de leurs habitats en Germanie avait été en fait influencée par la construction en bois en Gaule. Ce qui est complètement nouveau, parce que généralement, on voyait plutôt le phénomène dans le sens inverse. Je vous ai parlé des grands habitats, je vous ai parlé des habitats de taille moyenne, je vous montre ici un habitat de toute petite taille, les petites fermettes, très modestes. Elles également, elles ne sont pas abandonnées. Elles montrent le même phénomène de continuité entre l'âge du fer
et l'époque romaine tardive. Donc, vous voyez, nous avons ici tout de même une vision assez différente de l'Aquitaine, où on pensait surtout aux grandes villas. Bon, maintenant, depuis en Aquitaine, on commence également à trouver ces autres éléments qui constituent l'occupation du territoire, mais tout ça montre tout de même bien qu'on a affaire à une occupation très dense du territoire. Nous avons encore, pour l'époque romaine, bon, les densités varient d'une région à l'autre, mais une densité qui est tout de même de l'ordre des 2/3 de ce qui existait durant le Haut Empire romain. Ce qui est en revanche tout à fait nouveau, c'est l'apparition d'un habitat germanique. Cet habitat germanique, il est caractérisé par des grandes maisons étables qui nous sont directement importées du monde germanique, donc d'au-delà du Rhin. Le type d'organisation même de ces habitats est tout à fait différent, puisque chaque ferme constitue un ensemble et elles sont souvent regroupées au sein d'une communauté, formant une espèce de proto-village, ce que vous voyez très bien ici sur ce plan du site de Weyster. Ce type d'habitat, on commence maintenant à les trouver également en Gaule, je vais dire en France, mais en Gaule. On les a à la fois dans le nord de la Gaule, le long de la Meuse, on les trouve maintenant également en Lyonnaise, soit en Normandie, soit dans la région parisienne ou en Picardie. Voici un exemple d'un de ces habitats aux Pays-Bas, donc c'est en bordure de la Moselle, mais nous sommes ici à l'intérieur de l'Empire romain, au IVe siècle. Donc, nous sommes sous domination romaine, mais avec un village et une population qui est entièrement d'origine germanique, mais autorisée par les autorités romaines à habiter sur le sol romain. Ici, un cas qui a été fouillé en Normandie, à Saint-Ouen-du-Breuil, avec, on a eu une chance extraordinaire, là, on a pu fouiller 12 hectares d'un seul tenant, et ce qui a permis de mettre en évidence 4 unités d'occupation différentes, regroupées autour d'une mare centrale, et à l'intérieur, donc ces bâtiments présentant les mêmes caractéristiques structurelles et morphologiques que celles qu'on trouve en Germanie. Et autour de la mare, dans la mare plutôt, il y avait surtout un superbe trésor monétaire avec une quantité d'or et d'argent assez extraordinaire pour l'époque, qui montre bien que ces gens n'étaient pas venus complètement démunis de tout moyen. Donc, des cas ont été découverts en Île-de-France. Je vous montre ici, c'est un peu un scoop, hein, c'est un bâtiment germanique qui a été fouillé aux Essarts-le-Roi dans les Yvelines, une fouille récente. Vous en avez une autre ici à Goussancourt dans l'Aisne, avec un bâtiment étable, et celui-ci présente une caractéristique tout à fait particulière, c'est que dans le comblement d'une de ces fosses ont été découvertes ces plaquettes en os qui sont tout à fait extraordinaires, parce que là, quand vous regardez ce personnage-ci, vous avez rendez-vous avec un autre monde, c'est le monde des steppes. Vous n'avez qu'à regarder le dessin des bottes, les grandes robes. Nous sommes là en rapport direct avec le monde des steppes, nous sommes au IVe siècle. Nous avons là manifestement dans ce petit bâtiment, enfin dans cette fermette que vous avez ici, en bordure d'une voie romaine, l'établissement d'un petit groupe sans doute de cavaliers orientaux. C'est très clair, on revoit ici sur cette plaquette, ici, vous voyez ici un décor qui rappelle celui du décor encloisonné qu'on trouvera à l'époque mérovingienne, avec ces grenats rouges sur fond or. On retrouve ici la même chose, mais gravée sur os. Que sont ces objets en os? On n'en a aucune idée. Ça pourrait très bien être les éléments d'un casque, mais c'est malheureusement pas encore suffisamment étudié. Dernier point sur lequel je voudrais très rapidement glisser, c'est pour vous indiquer que cette époque de l'Antiquité tardive, c'est une période où l'on produit énormément. C'est une période où l'économie est encore florissante. Et cela, on peut le remarquer à la fois par les infrastructures que l'on trouve dans les habitats, indépendamment du fait que ces habitats soient construits en bois et non plus en pierre, mais comme vous pouvez le voir ici, par cette comparaison, on a le même type de bâtiment pour la même fonction, mais avec 2 époques différentes. Mais surtout, on voit apparaître à partir du IVe siècle d'innombrables infrastructures de transformation des productions agricoles, qui sont soit des séchoirs, soit des fumoirs. Alors ces aménagements servent pour toute une série de produits agricoles.
pas uniquement pour les céréales, également pour les fèves, également pour le vin, également pour les fruits, pour le métal. On peut s'en servir pour plein de productions, y compris pour faire de la bière, puisque dans ce cas-ci, on a toutes les chances que l'aménagement qui était transformé ici et implanté dans un grenier du Haut-Empire soit en réalité un aménagement qui était conçu pour fabriquer de la bière, ou en tout cas un certain nombre des phases, des étapes indispensables pour la fabrication de la bière. Ensuite, on exportait une partie vers la ville où la bière était alors transformée dans ses phases finales. Là encore, on constate très bien à partir au IVe siècle un partage entre le monde rural et le monde des agglomérations, ce qui indique bien qu'il n'y a pas de rupture, que ça continue, mais sous une toute autre organisation. Dans la vallée de la Moselle, pour la même époque, on a construction au IVe siècle de pressoirs, de fouloirs à vin, que l'on ne connaissait pas avant, qui montre bien l'extraordinaire développement de la vigne et de la viticulture dans cette région du nord de la Gaule, avec des infrastructures assez bien conservées et également des fumoirs ou des séchoirs implantés dans ces installations, soit pour fumer le vin, ce qui est attesté par les textes, soit éventuellement pour la fermentation, ce qui serait à ce moment-là, mais ça on n'en est pas tout à fait certain, mais si c'était le cas, ce serait un élément intéressant car ce serait une innovation technologique que l'on ne subodorait pas pour cette période tardive. Et du vin, on en trouve également dans la région Île-de-France. Il n'y a pas tellement longtemps, en 2003, vous voyez, un pressoir à vin a pu être fouillé à Luzarches, pressoir à vin fin du IIIe siècle, un deuxième état fin du IVe siècle, avec sans doute dans le deuxième état un pressoir à vis. Évidemment, ces pressoirs sont très différents de ceux que l'on peut retrouver dans les régions plus méridionales de la Gaule, mais ils attestent bien de l'existence de cette activité économique très importante. Sidérurgie également. Alors, la grande nouveauté de l'Antiquité tardive, c'est qu'on assiste à un essaimage des infrastructures de production. Cet essaimage des infrastructures de production a longtemps été considéré comme étant un signe de déclin. En réalité, maintenant, des études plus détaillées, et entre autres celle de Gaspard Pagès l'année dernière, ont bien montré que c'était au contraire à considérer dans une perspective de développement de la métallurgie, avec au contraire un phénomène de rapprochement des ateliers, des zones de production de minerais et des utilisateurs de tous ces produits. Dans le cas de Gaspard Pagès, il a même pu mettre en évidence des innovations technologiques qui n'apparaissent qu'à partir de l'Antiquité tardive, qui n'existaient pas avant. Simplement, ce qu'on a complètement oublié à cette époque-là, c'est le système de production concentré par grands districts que l'on connaissait au Haut-Empire, qui impliquait une organisation centralisée de l'économie qui n'existe plus à cette époque-là. Et donc, à côté de ça, bien entendu, d'innombrables traces de métallurgie dans les établissements ruraux, et bien, j'oubliais des découvertes de mobilier qui indiquent la même chose. Je pourrais continuer comme ça très longuement à vous parler, à vous présenter d'autres productions, entre autres la céramique, qui montre bien que tout le Bas-Empire est une période éminemment dynamique de ce point de vue-là. C'est une période où effectivement les ateliers se développent, il y en a de plus en plus, et surtout ce qui est nouveau, c'est qu'on a, là encore, on abandonne la concentration de la production pour un essaimage de la production. Et cela s'est vu en particulier avec l'Argonne, où on a constaté qu'à partir du IVe siècle, je passe très rapidement, on a été jusqu'à implanter des ateliers dans les régions où l'on veut diffuser cette céramique. Et nous avons effectivement découvert dans la région parisienne, il y a quelques années, des ateliers de production de céramique d'Argonne, qui sont exactement les mêmes céramiques, avec les mêmes potiers, on en est certain, mais ils sont venus s'implanter dans des établissements ruraux de la région parisienne où ils ont produit et diffusé uniquement localement. Et vous le voyez bien sur cette carte, ce que vous voyez de bleu sur la carte, c'est la proportion de céramique de production régionale. Vous voyez bien que cette céramique
D'abord, elle a un rayon de diffusion qui est très limité, et puis surtout, elle est fortement implantée localement. Et des points de production analogues, on en trouve maintenant de plus en plus à travers les provinces de la Gaule, ce qui montre bien qu'en fait, la production se rapproche du chaland. Et donc, on a évidemment une toute autre perspective. On voit la même chose avec le verre. Même chose également avec la monnaie, puisqu'on a, pour l'Antiquité tardive, on voit apparaître des ateliers de faux monnayeurs dans les établissements ruraux. Alors, quand je parle de fausse monnaie, c'est le nom que nous lui donnons aujourd'hui, hein, car c'est plutôt de la monnaie d'imitation, mais ces monnaies avaient cours, elles étaient acceptées simplement, c'est dans les établissements ruraux qu'on commence à les voir apparaître, et on en a plusieurs cas, là encore, c'est un phénomène tout récent. Tout ceci vous montre donc bien à quel point cette société de l'Antiquité tardive est une société qui, à la fois, plonge ses racines dans un passé qui est séculaire, hein, qui remonte même au-delà de l'époque romaine, mais qui n'a pas oublié, bien entendu, sa culture romaine, encore qu'un certain nombre de signes extérieurs de romanité soient moins intéressants et soient abandonnés, parce que tout simplement ils ne servent pas, sans doute. Mais en revanche, cette société change complètement. C'est une période qui est tout à fait passionnante, pour laquelle il reste encore énormément de points dans le brouillard, je dirais, et un des points qui restait encore très profondément caché dans un brouillard assez dense, c'était celui de la foi religieuse et plus généralement de la pensée. Et là, bien entendu, je voudrais vous introduire Carole Baudard, qui est doctorante à l'Université de Paris X Nanterre, qui réalise une thèse de doctorat sous ma direction sur justement la fin du paganisme et le début du christianisme dans le diocèse des Gaules, donc dans la région nord des Gaules, pour essayer justement de mieux mesurer comment, petit à petit, sur le plan de la foi, de la pensée, de l'esprit, là également, les choses ont basculé, comment on est passé d'une société à une autre société. Et je pense que ce petit médaillon que vous voyez ici, qui est un médaillon en jet du IVe siècle, symbolise parfaitement cette continuité de l'époque romaine. Et je voudrais maintenant peut-être passer la parole à Carole Baudard.